Bonjour tout le monde. En préambule de cet épisode du podcast Tech Rocks, on avait à cœur de vous annoncer que nous avons lancé notre job board. Que vous soyez à la recherche de votre prochain talent tech leader ou bien à la recherche d'une nouvelle aventure managériale, rendez-vous sur notre site www.tech.rocks et cliquez sur le bouton Job Board en haut à droite pour accéder à toutes les offres. Bonne écoute! Quand tu es dans les startups, ton but, c'est de créer quelque chose de nouveau et c'est vraiment comme l'air frais, c'est assez génial, c'est super intéressant. Les tech leaders, c'est au centre de tout ce qui se passe dans la société parce que leur impact sur la vie quotidienne, il est impressionnant. Tes réussites de passé vont pas prédire tes réussites de l'avenir. Mais je pense que voilà, c'est applicable partout dans le business. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tech Rocks, le podcast des tech leaders. Je suis Guillaume Poster, je dirige la Media Factory de France Télévisions et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Natalia Chouliak. Bonjour Natalia. Bonjour Guillaume, bonjour à tous et à toutes. Alors Natalia, pour commencer ce podcast, est-ce que tu peux nous dire quel poste tu occupes et dans quelle entreprise tu travailles ? Oui, donc je suis aujourd'hui COO de Double Cloud. Double Cloud, c'est quoi? C'est une plateforme qui vous permet de construire votre data stack avec les technologies open source managées comme ClickHouse ou Kafka. Et quand les gens me demandent après qu'est-ce que ça veut dire COO exactement, parce que la définition peut être très vaste, souvent je plaisante, je suis responsable pour tout ce que revenu, comment gagner l'argent et comment dépenser l'argent. Donc ça, c'est ma responsabilité. Alors ça c'est très drôle, effectivement, on en a parlé un peu pendant la préparation, puisque le CTO peut être vu à la fois comme un dépenseur d'argent et majoritairement en France malheureusement comme un dépenseur d'argent. Mais toi en tant que CEO, tu as ces deux aspects et c'est quelque chose dont on va revenir dessus parce que c'est effectivement très important. Est-ce que tu peux nous rappeler combien de personnes tu manages, alors directement, indirectement, puisque tu as un poste assez transverse à l'entreprise finalement, de ce que je comprends? Oui, tout à fait, ouais. Nous sommes aujourd'hui 65 personnes, dont 25 c'est sous ma responsabilité directe et 40 personnes c'est justement R&D avec CTO en tête. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Parce que je crois déceler une pointe d'accent. Tu viens d'où? Tu as fait quoi pour arriver chez Double Cloud en France? Et je pense que mon accent va rester avec moi pour toujours. D'origine, je suis de Biélorussie. Je plaisante souvent que je suis adoptée française. Ça fait 11 ans, un peu plus, que je suis venue vivre en France et j'ai construit ma vie ici. Ma carrière professionnelle, elle a commencé il y a longtemps en Biélorussie. Après, j'ai passé quelques années à Moscou et après, voilà, j'ai quitté pour la France et je me suis installée ici. Professionnellement, j'ai fait plein de choses différentes, mais j'ai toujours été, mon focus était toujours sur le lancement des nouvelles business dans le monde de tech. Et je suis apparue dans le monde de tech à peu près par hasard. Il y avait l'époque, j'ai commencé à travailler très tôt, j'ai eu 20 ans. Je rêvais être une marketeuse. Et j'ai rêvé travailler pour les grandes marques dans le monde de B2C. Mais personne ne voulait m'embaucher. Et un jour, il y avait les investisseurs qui se sont lancés dans l'aventure. Ils ont lancé les applications sur les devices qui n'existent plus. Ils s'appellent Palm et Pocket PC. Donc, ils ont lancé les applications pour ces devices. Ils ont commencé à les vendre sur les marketplaces des États-Unis, de l'Allemagne et d'Angleterre. Ils ont cherché quelqu'un qui peut les aider justement à travailler la stratégie marketing pour accélérer les ventes. Et à l'époque, j'ai du mal vraiment même à comprendre c'est quoi les technologies, qu'est-ce que c'est le marketplace, etc. Mais l'aventure m'a plu, donc j'ai rejoint cette société, cette start-up de l'époque. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le monde de tech. Après, j'ai appris à coder les websites sur HTML. Après, petit à petit, j'étais plus en plus profondément dans le monde de technologie. Et aujourd'hui, je suis là et c'est quelque chose que j'adore. Et donc après cette première phase, tu vas rester plus dans du côté tech, c'est bien ça? Ouais, c'est tout à fait ça. Je suis entrée dans l'entreprise que tout le monde connaît, Microsoft, et j'ai passé 10 ans chez Microsoft. Donc, j'ai fait plein de choses différentes. Les plus peut-être intéressantes, c'était le lancement de Microsoft Azure ici en France. J'ai fait partie de l'équipe qui était au début justement de présence de cloud en France. Et après, c'était le lancement de Office 365 pour toutes les régions de l'Europe.
C'était très intéressant. C'était quelque part des startups au centre de l'entreprise, de grandes entreprises. Pour anecdote, quand on a lancé Microsoft Azure ici en France, c'était même pas appelé Microsoft Azure, c'était toujours Windows Azure. Microsoft était toujours sous la direction de Steve Ballmer et c'était très Windows. Donc Azure, c'était vraiment le début et la nouvelle stratégie cloud, c'était vraiment à sa naissance. Alors, je voudrais juste revenir sur un truc parce que finalement, tu nous dis: «Mon parcours a démarré en tant que» je voulais faire du marketing. C'est un sujet, moi, sur lequel, il m'arrive de pêcher, où j'entends vraiment des difficultés à certains, tech leaders de communiquer. Est-ce que finalement, c'est pas une carte qui te permet d'avancer plus facilement, d'avoir cette, culture marketing? C'est une bonne question et c'est très difficile de le répondre. Dans ma tête, et c'est peut-être justement l'impact de marketing, je partage tout le business, hein, les business B2C et business B2B. Dans le business B2C, quand on vend par exemple les technologies directement aux consommateurs, marketing joue le rôle clé. Marketing, c'est le centre de pouvoir, si on peut dire comme ça. C'est le centre de décision, c'est le centre de vraiment l'impact le plus fort sur les stratégies de la boîte et de revenus de la boîte. Dans le monde de B2B, où on vend les technologies, par exemple pour les entreprises, etc., pendant des années, et peut-être c'est les premières années maintenant qu'on voit un petit changement, pendant des années, le centre de décision, le centre de pouvoir et l'impact le plus important sur le business, c'était niveau commercial, niveau sales, c'était pas du tout niveau marketing. Marketing, c'était toujours on aide à business, on aide à business peut-être être un peu plus reconnu quand un commercial appelle à une boîte pour proposer les solutions. C'était jamais quelque chose de très impactful. Il y avait la décision que j'ai prise à certains moments de complètement sortir du marketing et partir au début vers business développement, après vers le monde de commerce directement. Et voilà, marketing, c'était quelque chose de, est toujours dans mon portefeuille, mais ce n'est pas quelque chose que je veux continuer à faire en tant que, par exemple, un chief marketing officer. Oui et c'est ce que tu disais, c'est qu'après Microsoft, tu vas aller plus vers des fonctions commerciales avant de revenir, aujourd'hui chez Double Cloud, vraiment sur une position beaucoup plus transverse, à la fois, technique et produit, quoi. Oui, exactement, ouais. Et c'était la décision, voilà, que j'ai pris. Il y avait un moment, j'ai devenu très fatiguée de corporation et j'ai fait mon, MBA chez INSEAD, et donc du coup, j'ai voulu revenir vers le monde de start-up, être vraiment sur les technologies qui peut-être ont de l'impact, colossal sur l'avenir. Et donc, c'est comme ça, je suis revenue vers, j'ai quitté Microsoft et j'ai rejoint au début Databricks pour être troisième personne ici en France pour développer la région. Et après, je suis partie chez Splunk qui rachetait une startup aussi et qui cherchait quelqu'un qui va développer cette startup pareil dans la région. C'est comme ça que ça s'est développé après. Ah ouais, c'est très, très clair. En fait, là, j'allais te demander les moments rencontres, les choses qui ont été clés dans le déroulé de ta carrière. Tu as cité ton MBA, dans une très prestigieuse et très connue école, qui est l'INSEAD. Est-ce qu'il y a eu d'autres pivots, d'autres éléments clés dans ta carrière avant ce MBA et qu'est-ce que tu as apporté de faire un MBA finalement? Je pense que ouais, il y avait 3 moments clés dans ma carrière. Le 1er, j'ai déjà mentionné, c'est, complètement par hasard, j'ai rejoint le monde de la tech, il y a des années, sans savoir qu'est-ce que c'est. Mais du coup, je me suis retrouvée dans le monde qui est extrêmement intéressant, qui vraiment change tout dans nos vies quotidiennes aujourd'hui. 2e, moment, c'était MBA. Franchement, et les gens souvent disent que, MBA, c'est les meilleures années ou meilleurs 2 ans de ma vie et j'ai toujours pensé que c'était une exagération, mais en fait, non, pas du tout. C'est vraiment c'était parmi, les meilleures années de ma vie. Et après, c'était la décision de quitter la corporation qui était Microsoft. Quand on fait partie de la corporation, souvent on pense que le monde ailleurs, il est beaucoup plus difficile. Tu es tellement bien protégé dans la corporation et tu penses que ça va pas être possible de faire carrière ailleurs. Et en fait, tout est à l'inverse. Quand je suis arrivée chez Databricks et après j'ai continué à être dans les startups, et j'ai vu que tout ce que je fais au quotidien, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus impactful par rapport que j'ai pu faire chez Microsoft. Et après, encore une fois, quand on travaille dans les startups, on touche complètement autre type de société, autre type de technologie, on travaille avec autre type de personnes. Dans corporation, quelque part, ton but, c'est de garder le business et juste améliorer ce qui existe déjà. Mais quand tu es dans les startups, ton but, c'est de créer quelque chose de nouveau
Et c'est vraiment comme l'air frais, c'est assez génial, c'est super intéressant. C'est marrant ce que tu dis parce que moi, c'est exactement, avec le recul, la vision que j'ai, hein. C'est la grosse entreprise, tu es beaucoup dans une position de défense, assez peu dans une position de chasse, là où une start-up, tu vraiment dans cette position de chasse permanente. Sauf si tu arrives comme tu l'as fait chez Microsoft, à trouver de nouveaux projets, nouveaux produits à faire. Ouais, mais après pareil dans les, corporations, il existe c'est pas sans arrêt en fait, ces poches, il existe, mais après ils finissent et souvent dès que par exemple, le nouvel business model est trouvé comme ça se passait chez Microsoft pour le cloud, après c'est qu'amélioration, après c'est que tout le monde travaille là-dessus, il y a, très peu de nouvelles histoires qui sont possibles. Ouais, après ce passage justement sur, corporate versus start-up, est-ce que pour toi, il y a des marqueurs clés sur ce qu'est un tech ou une tech leaduse? Vraiment, qu'est-ce qui définit quelles sont les qualités que doit avoir un tech leader, une tech leaduse? C'est une question intéressante et compliquée. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est tellement fusionné avec un business leader, tout court. Par exemple, quand, il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand le monde de tech, c'était juste après le bubble de dot-com, il y avait un moment intéressant que être un tech leader, ça veut dire tu es un peu geek, tu es un peu chez toi, tu travailles sur les choses un peu bizarres, personne ne les comprend et personne ne comprend pourquoi on a besoin de ça. Et aujourd'hui, tout est changé. Les tech leaders, c'est en gros, c'est au centre de tout ce qui se passe dans la société parce que leur impact sur la vie quotidienne, il est impressionnant. Et donc pour moi, être tech leader et business leader, du coup, c'est devenu presque la même chose parce que d'un côté tech leader, donc créer quelque chose, créer les technologies ou créer la stratégie pour adoption de ces technologies qui est très important. Et en parallèle, il y a une certaine responsabilité. On a vu tout ce qui se passait avec les réseaux sociaux. Au début, c'était une excellente idée, etc. Et aujourd'hui, les réseaux font partie de polarisation de la société partout dans le monde. Et ça, c'est la responsabilité des tech leaders qui ont été en tête des réseaux. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, tech leader, c'est comme business leader. C'est les gens qui, d'un côté, ils créent les jobs, ils créent l'impact, ils développent les technologies. Et d'autre côté, ils ont certaines responsabilités pour s'assurer que les choix et les stratégies, les technologies, ils ont les conséquences plutôt positives que négatives. Ouais, tu mets un vrai côté, philosophique, moral, derrière ce que doit être aussi un tech leader. Oui, tout à fait, ouais. Je pense que le monde est changé vers ça, vers ce domaine, vers plutôt philosophique et moral. Tu as dû beaucoup lire pendant ton MBA, mais quels sont les livres un peu de référence? Qu'est-ce qui t'a permis de structurer et de te définir en tant que tech leader? Oh, je lis tout le temps, en fait. Je lis tout le temps et j'aime beaucoup regarder les documentaires différents. Il y a j'adore toujours les livres qui permettent un peu imaginer qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui va être la prochaine étape de développement de la société. Comment on peut adopter, le monde est vraiment, pas certain, il y a plein de choses qui changent régulièrement et comment on peut survivre dans ça. Je pense que tech leader et surtout tech leader dans une startup, il vit incertitude assez important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très dur à prédire qu'est-ce qui va être dans ta vie d'ici un an, d'ici 6 mois. Il y a dans une startup, il y a toujours les choses qui marchent hyper bien, il y a toujours des choses qui marchent pas du tout. Il y a même le principe qui s'appelle Lean Startup. Donc, en fait, pour survivre, si tu es un tech leader dans une startup, tu es obligé de voir tout presque comme un MVP. Donc, tu as créé l'hypothèse, tu le testes, tu reçois les résultats, tu fais encore et encore et encore. Et donc, justement, cette façon, un des livres qui m'a impacté beaucoup et m'a appris à réfléchir comme ça, c'est évidemment, ça s'appelle Lean Startup. C'est intéressant, encore une fois, quand on sort de corporation, c'est quelque chose de nouveau qu'on peut adopter. Cette façon de voilà voir tout comme un MVP, on teste les hypothèses et on reçoit le feedback assez rapide de la vraie vie et on continue. En fait, c'est intéressant ce que tu dis et effectivement, moi, chez France Télévisions, le MVP, c'est vraiment quelque chose sur lequel, j'insiste beaucoup parce que c'est la base de ce qui nous permet de transformer des choses, en fait. Bah, souvent, comme n'importe quel leader, souvent on a une opinion assez forte de voilà, il faut faire comme ça et souvent les opinions sont basées sur, notre passé. La leçon de la vie peut-être, c'est que on peut se tromper
Et pour voir si on s'en trompe ou on a raison, c'est justement, il faut appliquer ce principe de MVP pour tester ton opinion et voir le feedback rapide. C'est quelque chose qui existe dans le monde d'investissement, que tes réussites de passé vont pas prédire tes réussites de l'avenir. Mais je pense que voilà, c'est applicable partout dans le business. Et là, tu lis beaucoup là les podcasts ou les revues ou les sites un peu que tu lis, j'ai envie de dire hebdomadairement, c'est quoi que tu nous recommandes? Je pense que je fais un peu à peu près comme tout le monde. Je lis beaucoup je suis beaucoup évidemment ce qui se passe dans le monde de tech, genre Hacker News, mais aussi j'essaie de vraiment suivre d'une façon le plus neutrale possible les grands développements dans le monde économique ou dans le monde politique, parce qu'évidemment tout ça, ça nous impacte. Donc dans ma liste, ça reste Financial Times, dans ma liste, ça reste The Economist. J'essaie de les lire assez régulièrement. Après, pareil, je pense que de temps en temps, c'est bien d'arrêter le bruit autour de nous et faire une pause et justement réfléchir sur avoir la pause dans la tête pour s'inspirer d'autres choses, pour voir peut-être l'avenir ou les choses d'une façon différente. Récemment, pour moi, j'étais très inspirée par un documentaire sorti sur Netflix qui s'appelle Stutz. C'est un documentaire qui est fait par un directeur assez connu dans Los Angeles, Jonah Hill. On les a vus tous, on lui a vu tous dans certains films, et là maintenant, il est passé en création de films. Et donc, Stutz, c'est quoi? C'est un documentaire sur un psychothérapeute qui a fait sa carrière d'abord dans une prison peut-être le plus connue des États-Unis, et après il est passé à l'opposé, donc il est psychothérapeute de Los Angeles, de plein de célébrités. Ce documentaire raconte de ses approches vers psychothérapie, de certains outils, etc. Donc c'est un monsieur assez âgé qui nous parle de ce que marche et pourquoi les outils comme ça. Le documentaire est très beau, je vous recommande de le regarder, c'est super inspirant. C'est très touchant. Ça parle de la vie, ça parle de choses que je pense que nous touchent tous. Il parle d'une méthode qui m'a impressionnée, ou peut-être de l'approche philosophique. Il a dit qu'en fait, la vie, c'est comme un string of pearls. Donc, c'est les perles après les perles. Et le vainqueur, c'est pas quelqu'un qui fait quelque chose d'une façon idéale, c'est quelqu'un qui continue à construire les perles après les perles, qui continue à bouger. Et même si c'est pas idéal, il y a quelque chose de pas bon dedans, c'est pas grave. Il faut juste continuer. Et ça fait à peu près, je pense que ça fait un mois, je continue à réfléchir sur ce concept. Parce que je pense que dans le monde de tech, c'est la même chose. Dans le coding, c'est la même chose. Le vainqueur, c'est celui qui va continuer à coder et juste chercher comment améliorer les choses. Le vainqueur d'un business, c'est quelqu'un qui continue à faire le business, qui apprend, qui continue. Et dans la vraie vie, c'est hors profession, c'est la même chose. Donc le vainqueur, c'est celui qui s'arrête pas à certains états de choses, mais qui juste continue. Donc voilà, si on parle de l'inspiration, c'est le documentaire qui m'a inspiré récemment le plus. Ouais, c'est vraiment le côté, je refais le même geste, 1000 fois pour être sûr de bien maîtriser le geste et je cherche à m'améliorer, même s'il y a des échecs, en fait. Ouais, tout à fait, oui. Et juste continue, vraiment continue. Et alors justement, dans cette histoire de toujours continuer, est-ce que tu as des routines, des outils qui sont indispensables à ton quotidien, chez Double Cloud? Oui, en fait, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, je trouve que pour n'importe quel leader, c'est très important de garder vraiment la structure dans la tête. Et la chose qui aide énormément, c'est du sport. Du sport ou quelque chose quand on peut rester avec soi-même, vraiment cleaner toutes les pensées dans la tête, arrêter le bruit dans la tête et réfléchir d'une façon assez claire. Qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les prochaines étapes, etc. J'essaie, voilà, avoir la routine sportive dans ma vie assez régulièrement, pas assez, ça peut être plus, mais c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, vraiment de retrouver l'équilibre. Après, il y a Double Cloud, c'est quoi? C'est avant tout, on est remote first company, donc on a l'équipe de développeurs qui sont en Allemagne, à Berlin. Et après, en fonction de business, en fonction de notre stratégie go-to-market, on a des gens qui sont dans les pays différents. On a des gens qui sont ici en France, mais on a des gens aux États-Unis ou à Israël. Et donc, comme résultat, c'est remote first company.
Et quand tu es remote first, c'est très facile de tomber dans la piège, et peut-être on l'a tous vécu pendant Covid. La piège s'appelle tu passes ta journée en pyjama. Et donc, c'est absolument à éviter parce que la première chose dans ta réussite, ce qui est important, c'est la discipline. Et pour moi, par exemple, ce qui est indispensable, donc je commence la journée tôt, c'est interdit pour rester en pyjama. Donc, je m'habille comme si je vais au bureau. C'est très important. On fait toujours, si on fait les Zoom calls, on fait toujours avec les vidéos. C'est très important de voir les gens, pas que les écouter par téléphone. Et après, on essaie aussi de se voir face to face. Rien mieux, en fait, quand on se voit face to face, ça veut dire qu'on crée les vraies relations personnelles qu'on peut continuer après dans l'école Zoom virtuelle, etc. Mais si on n'a pas cet élément face to face, de temps en temps, le monde de Zoom, il est quand même reste un monde de 2D, comme je dis, c'est pas le monde de 3D pour lequel les humains ont été créés. Ouais, c'est intéressant ce point-là, c'est vrai que les boîtes qui réussissent en remote, doivent effectivement contourner cette notion de création de liens, donc c'est vraiment autour de cet effet vision, quoi. Oui, tout à fait. Avec les gens de l'équipe clé, on commence chaque journée avec le café virtuel. Même si on n'a pas des sujets et même s'il y a plein de choses à faire, on quand même essaie de se retrouver pour au moins 15, 20 minutes pour discuter de tout. Mais à force de le faire chaque jour pendant des mois, ça crée les liens aussi, même si on se voit pas régulièrement dans la vraie vie. Et encore cette notion de répétition, en fait, de régularité dans les choses, en fait. Exactement, ouais, tout à fait. Quand tu recrutes des gens, qu'est-ce que tu poses comme question? Comment tu fais pour identifier les gens qui seront, adeptes, de ce côté un peu, qui peut passer pour routinier, hein, dans la culture française de toujours faire les mêmes choses et qui pourront fitter avec, ce modèle de remote, en fait? Ah, c'est une excellente question. J'ai toute une méthode que j'ai développée avec des années. Les interviews, au final, c'est un moment très court et tu dois faire un jugement qui est très difficile à faire parce qu'au final, tu le bases sur quelque chose que quelqu'un que tu connais pas te dit. Donc, évidemment que ça crée pas mal de place pour les erreurs et évidemment, on les a tous fait. Et en fait, ce que je fais souvent, en fait, la question numéro un à poser, c'est quel comportement je voudrais bien voir de la personne dans la société. Et après, quand elle a des réponses, par exemple, voilà, je veux quelqu'un qui est marathonien. Parce que la start-up, encore une fois, c'est avant tout énormément des incertitudes. Il y a énormément de choses à tester et de temps en temps, pendant pas mal de temps, tu reçois le feedback négatif de marché avant de trouver quelque chose qui marche bien et après, tu peux accélérer. Donc, j'appelle l'esprit des gens qui en cherchent, je l'appelle marathonien. Il nous faut de marathoniens. Tu cours un marathon et marathon, c'est pareil, c'est pas l'exercice simple. Tu fais 42 kilomètres pour les raisons de temps en temps un peu complètement imaginaires et tout le monde le connaît, hein, au bout de 30 kilomètres, tu tapes dans le mur et tu peux pas continuer. Donc, c'est hyper dur. Donc, un vrai marathonien, il sait continuer après le 30e kilomètre. Et donc, souvent, ce que je fais, je donne assignment et je teste le comportement que je veux voir avec cet assignment. Par exemple, on peut donner un assignment qui va demander à la personne à aller rechercher beaucoup d'informations. Et c'est pas facile, et c'est justement où tu vois à quel point la personne est capable de faire de plus après ce 30e kilomètre. Parce que passer les interviews, c'est une chose, mais après rechercher la formation sur la boîte que tu connais peu, sur quelque chose que tu connais même pas, si c'est un nouvel domaine technologique pour toi, etc., etc. Donc, c'est compliqué et que ceux qui ont la bonne mentale, ils passent ça, en fait. C'est assez marrant comme tu le décris parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que dans une start-up, faut être un sprinter pour aller vite, vite, au point. Et toi, en fait, ce que tu recherches, c'est plutôt des marathoniens, des gens, des coureurs de fond, en fait. Oui, tu as besoin dans une startup, tu as besoin d'un côté montrer vite les first wins parce que ça rassure tout le monde, c'est plus facile d'aller chercher les investissements. Mais en réalité, c'est hyper difficile à prédire la quantité de ces wins. Ça se trouve souvent, tu as les premières, tu gagnes quelque chose, tu as par exemple le premier client, mais après pendant pas mal de temps, rien se passe.
ou peut-être tu t'es trompé, hein, en fait, le chèque moyen de ces clients, c'est pas du tout ce que tu as prévu, donc tu changes complètement ta business model. Ou peut-être, tu as trouvé tes clients, mais en fait, tu as réalisé que le produit, il correspond pas à leur attente, donc l'équipe de développement, continue de développer hyper rapide, le produit, mais à ce moment-là, les clients partent vers, la concurrence et cetera et cetera et là, chaque jour, quelque chose se passe et c'est pour ça, juste être un sprinter, c'est pas possible. Tu vas être très déçu, quand tu reçois vraiment les coups, quand quelque chose ne marche pas. Ouais, tu pas assez ton shoot de sérotonine, ton gain quoi, en fait. Exactement ça, ouais. Dans ton quotidien, en fait, qu'est-ce que tu voudrais faire, mais que tu n'arrives pas à faire, en fait, par faute de temps, en fait? Qu'est-ce qui se fait tout le temps arbitrer, à la coupe? Déjà, ça serait bien si la semaine est 8 jours. Assez régulièrement, il me manque, une journée qui n'est pas coupée par, les meetings, avec l'équipe, mais qui est les journées consacrées, complètement à la réflexion, à la stratégie, à regarder exactement, les chiffres de business, par exemple, et cetera. Donc c'est quelque chose, je sens que ça me manque, donc de temps en temps, c'est les week-ends quand je suis obligée de le faire. Mais après, voilà, il y a la famille, j'ai un fils, de 3 ans avec qui j'adore passer mon temps et il a besoin de sa maman et donc évidemment que le week-end, quelque part, c'est aussi sacré, c'est le temps de la famille et c'est pour ça, d'où sort, ça sera bien avoir 8 jours, avoir une journée pour la réflexion et 2 jours pour la famille. Mais c'est les questions éternelles d'une balance, comment tu fais, comment tu fais, en fait? Après, ce qui me manque en plus, j'ai mentionné tout à l'heure que le sport, c'est indispensable pour notre santé mais c'est indispensable aussi pour, retrouver l'équilibre, gérer le stress et cetera. Donc je voudrais bien faire plus, ce qui va correspondre plus à mon rythme, mais pareil, c'est le manque de temps. Lire peut-être un peu plus, mais c'est toujours, voilà, l'histoire de balance, des priorités, et comment tu fais et ça change assez régulièrement. Et donc pour, finir ce podcast, Natalia, quels sont pour toi les 3 conseils à l'intention des tech leaders et des tech leaders qui nous écoutent et qui pilotent, comme toi, des équipes et des plateformes? Je pense que la première chose que je peux dire, c'est, être ouvert à nouvelles opportunités, être, à l'écoute de ce que se passe sur le marché. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde technologique, mais il y a aussi énormément de choses qui se passent dans le monde tout court. Et si on est ouvert, si on suit, les nouvelles tendances, si on est ouvert à un nouveau projet, c'est quelque chose qui nous permet après, soit, avoir plus dans notre portefeuille pour, avoir la capacité de peut-être travailler sur le projet plus intéressant qui, comme je dis ça, ils regardent dans l'avenir les projets ou justement si on est dans en tête de la business du business ou on est par exemple dans le rôle de CTO, ne pas rater, les changements qui sont très importants les changements qui sont importants pour les entreprises ou pour les consommateurs et qui on peut apporter ce valeur-là. Il y a un autre bouquin qui m'a inspiré pendant le MBA. Le bouquin raconte le concept comment on devient un leader du point de vue suivant. Il dit que souvent les gens cherchent le nouveau job par exemple en fonction de leur expérience. Ils pensent que par exemple si je fais du marketing, le job que je dois chercher c'est par exemple les directions de marketing ou si toute ma vie j'étais un développeur, le job que je dois chercher c'est par exemple lead développeur. Mais en fait, c'est faux. Parce que notre expérience ne veut pas dire que c'est quelque chose où je vais être heureux dans mon job ou c'est quelque chose que je peux faire avec qui va être intéressant à faire. Et en fait, la piège, il est là. C'est que les nouvelles expériences qui vont nous permettre à adresser la question éternelle qu'est-ce que je veux faire, quel job je peux trouver. Et donc, ça veut dire qu'au lieu de se limiter aux expériences qui, au fur et à mesure, on a sur notre CV, il faut tout le temps être ouvert à quelque chose de nouveau, tester les nouvelles expériences, tester les nouvelles technologies, parler à de nouvelles personnes, peut-être participer au projet bénévolat, etc., etc. Mais c'est quelque chose qui va nous permettre vraiment d'accéder aux projets intéressants, aux jobs qui ont du sens pour nous. Et voilà, quand on regarde à l'arrière, on dit ah j'ai passé les moments extraordinaires parce que j'ai fait ça et ça. Et je pense que voilà, c'est le conseil que je peux donner. Tu te rappelles le titre de ce livre?
Oui, donc l'auteur de livre, c'est Herminia Ibarra, Ibarra, et le bouquin, mais le titre est complètement misleading, dit en anglais, c'est Act like a leader, think like a leader. Ça parle pas du tout de act as a leader, ça parle vraiment de choses beaucoup plus importantes et principales pour nos vies. Eh ben, écoute, je retiens quand même ce bouquin, que je vais mettre dans ma liste de lecture et qui sait, peut-être un jour dans le book club de Tech Rocks. Merci beaucoup Nathalie, hein, pour cet échange, moi j'ai quelques takeaways et donc un livre à lire en plus. C'était vraiment très intéressant et pour ceux qui ont bien aimé cet échange et qui, voudraient, bah, comprendre un peu plus Double Cloud ou alors, avoir un échange direct avec Natalia, vous avez un meet-up en présentiel avec Double Cloud qui est organisé par Tech Rocks le 8 juin. Donc d'ici quelques semaines, quelques mois, bloquez vos agendas. Oui, merci beaucoup Guillaume, merci TechRox et j'espère à bientôt pendant le meet-up en juin.